C'est une fin d'après-midi d'automne apparemment banale, sur une route départementale isolée, bordée par une lisière de forêt dense et silencieuse. Le jeune homme, un étudiant de 20 ans plein d'avenir, se tient sur le bas-côté gravillonné, le pouce levé, cherchant simplement à rentrer chez lui pour le week-end. Le vent se lève doucement, faisant bruisser les feuilles mortes autour de ses chaussures, alors que le soleil commence à décliner dangereusement à l'horizon. Il ne se doute pas un seul instant que ce geste anodin pratiqué par tant d'autres avant lui va marquer la dernière trace tangible de son existence. Il est seul, vulnérable, et le destin s'apprête à foncer sur lui sous la forme d'une silhouette métallique. Les phares d'une berline perçant la pénombre grandissante, ralentissant à sa hauteur avec une douceur presque rassurante, qui tranche avec l'indifférence des autres automobilistes. La vitre se baisse, un échange bref et inaudible a lieu entre le conducteur et l'étudiant, et le jeune homme, soulagé d'échapper au froid qui s'installe, saisit la poignée de la portière. C'est un moment charnière, une fraction de seconde où la réalité bascule, scellant un pacte silencieux avec l'inconnu. La portière claque avec un bruit mat et définitif, enfermant le passager dans une cage mobile qui s'éloigne lentement vers l'obscurité de la route, l'emportant loin de tout secours et de tout témoin. Les heures passent, et l'inquiétude se transforme rapidement en une angoisse dévorante pour ses parents qui attendent un appel ou le bruit familier de ses clés dans la serrure. Mais il ne rentrera jamais ce soir-là, et le silence de son absence devient un bruit assourdissant qui va hanter sa famille pendant près de 2 décennies. Aucune trace de lutte n'est retrouvée sur le bord de la route, aucun indice ne permet de comprendre ce qu'il s'est passé, et il semble s'être littéralement évaporé. Ce jour-là marque le début d'une énigme impénétrable, un vide absolu qui ne sera comblé que 17 ans plus tard par une découverte qui défiera toute logique policière. Avant de révéler les détails troublants de cette découverte, j'ai besoin de vous pour une mission rapide. Mettez la vidéo en pause une seconde et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous suivez cette enquête et quelle heure il est exactement chez vous. Et si vous aimez les mystères insolubles, rejoignez le club, abonnez-vous et activez la cloche pour nous aider à atteindre notre objectif critique des 5000 abonnés. Votre soutien est le moteur de cette chaîne. C'est fait? Alors, retournons immédiatement sur les lieux du drame. La disparition de ce jeune homme, que nous appellerons Marc pour les besoins du récit, déclenche immédiatement une onde de choc dans toute la région. Les premiers jours de recherche sont intenses, mobilisant des centaines de bénévoles qui ratissent les fossés et les bois environnants, espérant trouver un indice, un vêtement, ou pire, un corps. Les brigades canines s'épuisent à renifler des pistes qui ne mènent nulle part, et les hélicoptères de la gendarmerie survolent la zone sans relâche. Malgré cette mobilisation massive, c'est comme si la terre s'était ouverte pour l'engloutir, ne laissant derrière lui qu'un vide insupportable et des questions sans réponse pour ses proches dévastés. Les semaines se transforment en mois, puis en années, et l'affaire s'enlise inexorablement dans les sables mouvants de l'administration judiciaire. Le dossier, autrefois prioritaire et trônant sur le bureau du juge d'instruction, finit par rejoindre les archives poussiéreuses des cold cases. Les enquêteurs partent à la retraite, remplacés par de nouveaux qui ne voient dans ce nom qu'une statistique de plus. Pour la famille, le temps ne guérit rien. Il ne fait qu'accentuer la torture de l'incertitude, oscillant entre l'espoir fou d'une fugue prolongée et la certitude glaçante qu'un prédateur a croisé la route de leur fils ce soir-là. 17 ans s'écoulent ainsi, une éternité durant laquelle le visage de Marc s'efface peu à peu des mémoires collectives, remplacé par d'autres faits divers. Jusqu'à ce matin brumeux où une équipe de l'Office national des forêts pénètre dans une parcelle dense, inaccessible aux véhicules et loin de tout chemin carrossable. Ils sont là pour un relevé topographique de routine, s'attendant à ne trouver que des ronces et des arbres centenaires. Mais au détour d'un fourré particulièrement dense, leur progression est stoppée net par un éclat métallique artificiel qui n'a absolument rien à faire dans cet environnement sauvage. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement et relance l'affaire d'une manière que personne n'aurait pu prédire, même dans les scénarios les plus tordus. Là, posée sur un lit de feuilles mortes comme dans une salle d'exposition, se trouve la voiture suspectée d'être liée à l'enlèvement. Le choc n'est pas tant sa présence que son état de conservation hallucinant. Elle est propre, brillante, les pneus noirs comme neufs, contrastant violemment avec la décomposition naturelle de la forêt environnante. Cette découverte impossible suggère immédiatement
une vérité bien plus sombre. Cette voiture n'a pas été abandonnée il y a 17 ans, elle a été déposée ici très récemment. Au lendemain de la disparition de Mark, les services de police de la région sont sur les dents, conscients que les premières 48 heures sont cruciales dans ce genre d'affaires. Les enquêteurs interrogent méthodiquement tous les habitants dans un rayon de 20 km, cherchant le moindre témoin oculaire capable de fournir une piste. L'ambiance dans le commissariat est électrique, chargée d'une tension palpable, alors que les heures s'égrènent sans la moindre avancée significative. Chaque appel reçu au standard est traité avec une urgence fébrile, mais la plupart ne sont que des fausses alertes ou des spéculations inutiles. Un témoignage finit cependant par sortir du lot, apporté par une agricultrice qui rentrait de sa traite ce soir-là sur la départementale 102. Elle affirme avoir vu une berline bleue stationnée sur le bas-côté, à l'endroit exact où Mark a été vu pour la dernière fois par un de ses amis. La description est vague, une voiture de type familial, sombre, sans signe distinctif particulier, et elle n'a malheureusement pas pu noter la plaque d'immatriculation. C'est un indice maigre, mais c'est la seule bouée de sauvetage à laquelle les enquêteurs peuvent là se raccrocher pour tenter de donner une direction à leurs investigations. Les gendarmes dressent alors une liste de tous les propriétaires de berlines bleues enregistrés dans le département, une tâche titanesque à une époque où les bases de données ne sont pas aussi interconnectées qu'aujourd'hui. Des centaines de véhicules sont vérifiés, des alibis sont contrôlés un par un, et des dizaines de pères de famille sans histoire se retrouvent interrogés dans des salles grises. La pression médiatique commence à monter, les journalistes locaux campant devant la gendarmerie, exigeant des réponses pour nourrir leurs colonnes et apaiser une population de plus en plus inquiète. Malgré cet effort logistique considérable, aucune des voitures inspectées ne présente de traces suspectes ou de lien évident avec la disparition de l'étudiant. Les techniciens de la police scientifique passent au peigne fin des coffres et des banquettes arrière, utilisant du luminol pour détecter la moindre trace de sang nettoyée, mais tout revient négatif. La piste de la berline bleue commence à refroidir, laissant les enquêteurs face à un mur d'incompréhension et de frustration grandissante. Le suspect semble être un fantôme au volant d'une voiture fantôme. Pendant ce temps, la famille de Mark vit un véritable enfer psychologique, oscillant entre des moments d'abattement total et des sursauts d'énergie désespérés pour coller des affiches. Leur maison devient un quartier général de fortune, où les amis de Mark se relaient pour soutenir des parents qui ne dorment plus et ne mangent presque plus. Chaque sonnerie de téléphone fait bondir le cœur de la mère, espérant entendre la voix de son fils, mais ne récoltant souvent que le silence ou la voix compatissante d'un proche. L'absence de corps empêche tout deuil. Maintenant la plaie ouverte et vive, jour après jour. 6 mois après les faits, l'enquête administrative commence à ralentir, les ressources étant réallouées à des crimes plus récents et plus solvables. Le procureur, bien que réticent, doit admettre qu'il n'y a plus de pistes actives à exploiter et que le dossier ne peut pas rester ouvert indéfiniment sans éléments nouveaux. C'est le début de la fin pour l'espoir de retrouver Mark vivant, une réalité que personne n'ose verbaliser, mais qui s'installe insidieusement dans les esprits. Le dossier commence sa lente migration vers le bas de la pile, recouvert par la poussière du temps qui passe. 1 an plus tard, une marche blanche est organisée pour l'anniversaire de la disparition, rassemblant encore quelques centaines de personnes fidèles à la cause. Les visages sont graves, les bougies scintillent dans la nuit, mais on sent que la résignation a pris le pas sur la révolte. Les médias nationaux qui s'étaient brièvement intéressés à l'affaire sont partis couvrir d'autres drames, laissant la famille seule face à son mystère. La chambre de Mark est restée intacte, figée dans le temps, un sanctuaire silencieux que sa mère nettoie méticuleusement chaque semaine. Les années suivantes voient se succéder de faux espoirs cruels. Un corps retrouvé dans une rivière voisine qui s'avère être celui d'un suicide, des rumeurs de témoins se rétractant, des médiums offrant des visions farfelues. Chaque fois, la plaie est rouverte, examinée, puis laissée à nouveau sans soin, ajoutant de la douleur à la douleur. L'enquêteur principal, un homme tenace qui avait promis de retrouver le garçon, part à la retraite avec ce dossier comme son unique échec personnel, un poids qui l'emportera loin du service. 5 ans après, le dossier est officiellement classé Cold Case, une étiquette administrative qui sonne comme un enterrement de seconde classe pour la mémoire de Mark. Il n'y a plus d'enquêteur actif, seulement un officier de liaison chargé de vérifier les éventuelles nouvelles informations
qui pourrait surgir par miracle. La région a changé, de nouvelles routes ont été construites, et la forêt a continué de pousser, recouvrant les secrets que la Terre refusait de livrer. L'histoire de l'autostoppeur devient une légende urbaine locale que l'on raconte pour faire peur aux enfants. 10 ans passent encore, et la génération qui a connu Marc commence à avoir ses propres enfants, s'éloignant peu à peu du souvenir précis de son visage. Ses parents, vieillis prématurément par le chagrin, continuent de payer l'abonnement de son téléphone portable, juste au cas où, un geste irrationnel mais vital pour leur survie mentale. Ils sont devenus les parents du disparu, une identité qui les définit entièrement aux yeux de la communauté, les isolant dans une bulle de compassion gênée. C'est dans ce contexte d'oubli et de résignation que survient l'impensable, 17 ans jour pour jour après la disparition. Une équipe de l'Office national des forêts, chargée de cartographier une zone sauvage destinée à être protégée, s'aventure hors des sentiers battus. La zone est difficile d'accès, accidentée, couverte d'une végétation dense qui décourage toute promenade dominicale. C'est un endroit où l'homme ne met quasiment jamais les pieds. Un sanctuaire de biodiversité préservé de toute intervention humaine moderne. Le chef d'équipe, un forestier expérimenté, repère quelque chose d'anormal à travers ses jumelles, une tache de couleur qui jure avec les nuances de vert et de marron de la forêt. En s'approchant, il pense d'abord à un dépôt sauvage d'ordures, un fléau courant dans la région, et prépare déjà son carnet pour signaler l'infraction. Mais plus il avance, plus la forme se précise et plus son incompréhension grandit face à ce qu'il a sous les yeux. Ce n'est pas un tas de ferraille. C'est une voiture entière posée là comme si elle avait été téléportée. Il appelle ses collègues et ensemble ils encerclent l'objet insolite, n'osant pas le toucher, sentant confusément qu'ils sont face à quelque chose de grave. La voiture est une berline bleue, le modèle exact qui hante les vieux rapports de police, mais elle ne ressemble pas à une épave abandonnée depuis 2 décennies. La peinture brille, les vitres sont intactes et les chromes renvoient l'image déformée des forestiers stupéfaits. Le silence de la forêt semble soudainement plus lourd, plus oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'un des hommes remarque la plaque d'immatriculation et par un réflexe citoyen appelle la gendarmerie pour signaler la découverte d'un véhicule suspect. À l'autre bout du fil, l'opérateur note le numéro sans grande conviction, pensant à une voiture volée récemment et maquillée. Mais lorsque le numéro est entré dans le fichier central, une alarme rouge clignote sur l'écran de l'ordinateur, déclenchant une procédure d'urgence oubliée depuis longtemps. Le code priorité absolue s'affiche, lié au dossier de disparition non élucidé vieux de 17 ans. L'information remonte la hiérarchie à une vitesse fulgurante, réveillant le commissariat local de sa torpeur habituelle. Le capitaine actuel, qui n'était même pas en poste à l'époque des faits, comprend immédiatement la gravité de la situation et ordonne le gel total de la zone. Des équipes sont dépêchées sur place, non pas pour récupérer une épave, mais pour traiter une scène de crime potentiel qui vient de ressurgir du passé. Les sirènes hurlent sur la route départementale, brisant la quiétude de la campagne, pour la première fois depuis des années. Lorsque les premiers officiers arrivent sur les lieux, guidés par les forestiers, ils sont frappés par le même sentiment d'irréalité. La voiture est là, au milieu des fougères, semblant narguer le temps et les éléments par sa condition immaculée. C'est une vision qui provoque un malaise profond, l'effet Vallée de l'étrange appliqué à un objet inanimé. Elle a l'air trop réelle, trop présente, comme un décor de cinéma posé là par erreur. Le périmètre de sécurité est élargi, des rubans jaunes, gendarmerie nationale, sont tendus entre les arbres, transformant la forêt en un laboratoire à ciel ouvert. Les techniciens en identification criminelle s'équipent de leurs combinaisons blanches, ressemblant à des astronautes perdus dans la jungle. Ils savent que chaque grain de pollen, chaque empreinte, chaque fibre peut être la clé de l'énigme. Mais ce qu'ils vont découvrir en examinant la voiture de plus près va bouleverser toute leur certitude. L'inspecteur chargé de l'enquête, un homme méthodique nommé Rousseau, s'approche du véhicule avec une lampe torche puissante, scrutant l'intérieur à travers la vitre conducteur. Ce qu'il voit le glace sur place. L'habitacle est dans un état de propreté clinique, sans la moindre trace de poussière accumulée ou de toile d'araignée. Un journal daté du jour de la disparition repose sur le siège passager. Le papier encore blanc, non jauni par le soleil ou l'humidité. C'est impossible, scientifiquement impossible. Rousseau se redresse,
retire ses lunettes et essuie la buée, tentant de rationaliser ce qu'il voit. Si la voiture était restée là 17 ans, elle serait une ruine envahie par la mousse, les pneus crevés, l'intérieur moisi. Or, cette voiture semble sortir d'un concessionnaire. La seule conclusion logique et terrifiante s'impose d'elle-même. Quelqu'un a conservé cette voiture ailleurs, à l'abri, pendant tout ce temps, et vient de la déposer ici. Le mystère de la disparition de Mark vient de muter en quelque chose de bien plus complexe et de bien plus sombre. On ne cherche plus seulement un meurtrier impulsif, mais un gardien méticuleux, un collectionneur morbide qui a préservé la scène du crime comme une relique sacrée. La forêt, témoin muet, garde pour l'instant son secret, mais la chasse à l'homme vient de reprendre 17 ans trop tard. L'arrivée des experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, marque un tournant décisif dans la gestion de la scène. Ils installent des tentes au-dessus du véhicule pour le protéger de toute contamination extérieure et déploient un arsenal technologique de pointe au milieu des bois. L'objectif est clair, faire parler cette voiture avant même de l'ouvrir, analyser son extérieur au microscope pour comprendre d'où elle vient. Les projecteurs halogènes illuminent la carrosserie bleue, révélant une absence totale de micro-rayures, signe d'un lustrage récent et professionnel. Le premier constat technique est formel. Les pneus sont de la marque et du modèle d'époque, mais ils ne présentent aucune craquelure due au vieillissement du caoutchouc. La pression est parfaite, ce qui implique qu'ils ont été regonflés très récemment, car aucun pneu ne garde sa pression pendant 17 ans. De plus, la boue présente dans les rainures est fraîche, et sa composition chimique correspond exactement à la terre de la zone où la voiture a été trouvée. Cela confirme que le véhicule a roulé jusqu'ici par ses propres moyens. Il n'a pas été remorqué ni déposé par un camion plateau. Les techniciens procèdent au relevé des empreintes digitales sur les poignées de porte et la carrosserie. À leur grande surprise, l'extérieur a été soigneusement essuyé, ne laissant aucune trace exploitable, pas même celle du conducteur qui l'a amené ici. C'est le travail d'un professionnel ou d'un maniaque obsessionnel qui connaît parfaitement les procédures forensiques. Cependant, l'analyse des bas de caisse révèle des traces de pollen et de poussière minérale qui ne correspondent pas à la forêt environnante, mais plutôt à un environnement clos, sec et ventilé, comme un garage souterrain ou un hangar industriel. Le moment fatidique de l'ouverture du véhicule arrive. Avec des précautions infinies, un technicien actionne la poignée. Le mécanisme fonctionne avec une fluidité déconcertante, sans le moindre grincement de métal oxydé. Un son d'aspiration se fait entendre lorsque les joints en caoutchouc, parfaitement souples, se décollent de la carrosserie. Une odeur s'échappe alors de l'habitacle, saisissant les enquêteurs à la gorge par son anachronisme. Ce n'est pas l'odeur de renfermé ou de pourriture, c'est l'odeur d'un intérieur de voiture des années 2000, un mélange de plastique, de désodorisants sapins synthétiques et de vieux tissus. À l'intérieur, le temps s'est littéralement arrêté. Sur le tapis de sol côté conducteur, il n'y a pas de terre, pas de cailloux, juste la moquette propre. Le volant ne présente aucune trace d'usure anormale et le levier de vitesse est au point mort. Sur la console centrale, une canette de soda d'une marque célèbre arbore un design qui n'existe plus depuis 15 ans. Elle est ouverte, mais le liquide à l'intérieur s'est évaporé, ne laissant qu'un résidu sirupeux au fond. C'est la seule trace visible du passage du temps. Tout le reste est figé. L'examen du tableau de bord révèle un kilométrage qui correspond à ce que la voiture aurait dû avoir au moment de la disparition, à quelques dizaines de kilomètres près. Cela signifie que la voiture n'a quasiment pas roulé pendant 17 ans. Elle a été stockée, immobilisée, mais entretenue. La clé de contact est insérée dans le Neumann, pendu à un porte-clés en forme de ballon de football, un détail qui serre le cœur des enquêteurs en leur rappelant la jeunesse de la victime. Le coffre est ensuite ouvert. Les policiers s'attendent au pire, redoutant d'y trouver des restes humains. Mais le coffre est vide, à l'exception d'une roue de secours, d'un cric et d'une trousse de premiers secours d'époque, jamais ouverte. Le tapis de coffre est immaculé. Aucune tache suspecte n'est visible à l'œil nu ni à la lumière ultraviolette. Si un corps a été transporté là-dedans, il était emballé de manière hermétique, ou alors le coffre a été nettoyé avec des produits industriels qui ont éliminé toute trace biologique. Sous le capot, la mécanique raconte une histoire tout aussi fascinante et effrayante. Le moteur est propre, sans fuite d'huile séchée. Les durites sont souples, les courroies ne sont pas craquelées. L'huile moteur,
prélevé pour analyse, est clair, doré, indiquant une vidange très récente. La batterie est un modèle moderne, acheté il y a moins de 6 mois, ce qui constitue la première preuve matérielle d'une intervention récente avec des pièces neuves. Quelqu'un a investi de l'argent pour remettre cette voiture en route. L'autoradio est le dernier élément à être analysé sur place. En mettant le contact, l'écran digital s'allume, affichant une fréquence de radio locale. Le volume est réglé sur un niveau moyen. Il y a une cassette insérée dans le lecteur. Les techniciens l'éjectent avec précaution. C'est une compilation enregistrée à la maison avec des titres écrits au stylo sur l'étiquette. C'est la playlist de Marc, celle qu'il écoutait probablement au moment où il a été enlevé. La musique s'est tue il y a 17 ans. Mais la bande magnétique est prête à reprendre là où elle s'est arrêtée. Cette capsule temporelle est une anomalie qui défie la logique criminelle habituelle. Dans la majorité des cas, les véhicules liés à des crimes sont brûlés, immergés dans des lacs ou désossés pour faire disparaître les preuves. Ici, c'est l'inverse. Le véhicule a été préservé avec un soin quasi religieux. Cela suggère un profil psychologique très particulier pour le coupable, le collectionneur. Ce n'est pas quelqu'un qui veut oublier son crime, c'est quelqu'un qui veut le revivre, le garder près de lui, le contrôler. Les experts prélèvent l'ADN sur le volant, le pommeau de vitesse et les boutons de la radio. Ils savent que la chance de trouver l'ADN de Marc est forte, mais ils cherchent surtout l'ADN étranger, celui de la personne qui a conduit la voiture jusqu'ici. Cependant, les premières analyses au tampon montrent que les surfaces ont été nettoyées avec un produit à base d'alcool, détruisant probablement la majorité des empreintes génétiques superficielles. Le coupable est méthodique, froid et intelligent. Une découverte étrange est faite sous le siège passager. Un petit ticket de péage glissé entre le rail du siège et la moquette. Il est daté du jour de la disparition, confirmant l'itinéraire supposé, mais il est dans un état de conservation parfait, non jauni. Cela prouve que l'intérieur de la voiture a été protégé de la lumière du soleil pendant toutes ces années. La voiture a vécu dans le noir absolu. L'analyse des particules trouvées dans le filtre à air de l'habitacle apporte un nouvel indice crucial. Le laboratoire identifie des spores de champignons spécifiques et des traces de poussière de ciment. Cela oriente les recherches vers un lieu de stockage de type garage en sous-sol, cave aménagée ou bunker, situé dans une zone géographique précise où ce type de champignons prolifère. La voiture n'était pas dans une grange ouverte aux 4 vents. Elle était enterrée ou enfermée hermétiquement. La voiture est finalement chargée sur un camion plateau fermé pour être transportée vers le laboratoire central de la gendarmerie pour un démontage complet. Chaque pièce sera analysée, chaque vis sera inspectée. Alors que le camion s'éloigne, la forêt semble reprendre ses droits, mais l'atmosphère reste lourde. Les enquêteurs savent maintenant qu'ils ne cherchent pas un vagabond de passage, mais quelqu'un de local, d'installé, qui possède une propriété avec des infrastructures capables de cacher un véhicule pendant 17 ans sans éveiller les soupçons. Le retour de la voiture dans le monde des vivants est un message. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Est-ce que le ravisseur est mort? A-t-il déménagé? Ou voulait-il simplement narguer la police une dernière fois? L'état neuf de la voiture est une signature, une marque de fierté perverse. C'est comme si le tueur disait « Regardez comme j'ai bien pris soin de ce qui m'appartient ». Pour les parents de Marc, la nouvelle de la découverte de la voiture est un coup de poignard. Voir ce véhicule aux informations, si propre, si brillant, alors que leur fils est probablement réduit à l'état de squelette quelque part, est une violence inouïe. Ils reconnaissent la voiture, ils reconnaissent les objets décrits par la police. L'espoir fou de revoir Marc vivant s'amenuise face à la réalité macabre de cette mise en scène, mais une nouvelle soif de justice s'éveille. L'enquête repart de zéro, mais avec une pièce maîtresse gigantesque. La voiture est le témoin silencieux qu'ils attendaient. Elle a vu le ravisseur, elle a senti son odeur, elle a vécu chez lui pendant 17 ans. Maintenant, il faut la faire parler, molécule par molécule, pour remonter la piste jusqu'à la tanière du monstre. Le profilage criminel devient la pierre angulaire de cette nouvelle phase d'investigation. Les psychologues comportementalistes de la gendarmerie dressent le portrait robot psychologique du gardien. Il s'agit d'un homme, probablement âgé de 40 à 60 ans aujourd'hui, solitaire, méticuleux, organisé, et disposant d'un espace privé important. Le fait de garder la voiture implique une obsession fétichiste.
Le véhicule est le trophée qui lui permet de revivre le moment du crime, de garder un lien de pouvoir sur sa victime. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est un mode de vie. La logistique nécessaire pour cacher une berline pendant 17 ans est considérable. Il faut un garage fermé, à l'abri des regards des voisins, de la famille ou des visiteurs. Il faut pouvoir y entrer et sortir sans être vu. Il faut aussi des connaissances en mécanique pour entretenir le moteur, changer l'huile et charger la batterie, afin que la voiture reste fonctionnelle. Cela élimine d'emblée une grande partie de la population. Ceux qui vivent en appartement, ceux qui n'ont pas de garage, ceux qui déménagent souvent. Le suspect est un sédentaire, enraciné dans sa propriété. Les enquêteurs croisent ces critères avec le fichier des propriétaires fonciers de la région. Ils cherchent des maisons isolées, des anciennes fermes avec des granges condamnées ou des propriétés avec des sous-sols aménagés non déclarés. L'utilisation de drones est autorisée par le procureur pour survoler certaines zones et repérer des bâtiments suspects ou des accès dissimulés qui ne figureraient pas sur les plans cadastraux officiels. La technologie moderne vient au secours d'une affaire ancienne. Une équipe spéciale est chargée de réexaminer les alibis des suspects de l'époque, mais avec ce nouveau prisme. Qui avait un grand garage en 2004? Qui a fait des travaux d'agrandissement ou de terrassement peu de temps après la disparition? Un nom ressort d'un vieux procès-verbal, un certain Antoine D., un mécanicien à la retraite vivant seul dans une ferme isolée à 10 km du lieu de l'enlèvement. À l'époque, il avait été interrogé, mais son véhicule ne correspondait pas à la description et il avait un alibi vague mais non vérifiable. Antoine D. est décédé il y a 3 mois d'une crise cardiaque. Cette information fait l'effet d'une bombe. Si c'était lui le gardien, sa mort expliquerait pourquoi la voiture a été sortie maintenant. Peut-être que ses héritiers, ou quelqu'un qui a accès à la propriété, a voulu se débarrasser du véhicule encombrant sans savoir quoi en faire. Ou alors c'est une tentative maladroite de rendre la voiture. Les enquêteurs se penchent immédiatement sur la succession du défunt et sur l'état de sa propriété. La ferme d'Antoine D. est une bâtisse austère, entourée de murs hauts, située au bout d'un chemin de terre. Les voisins le décrivent comme un homme taciturne, qui ne laissait personne entrer chez lui et qui passait ses journées à bricoler dans son immense atelier attenant à la maison. C'est le profil idéal. Une perquisition est organisée en urgence, mobilisant une colonne d'assaut au cas où le lieu serait piégé ou occupé par un complice. En pénétrant dans l'atelier, les gendarmes découvrent un capharnaüm de pièces mécaniques, de vieux moteurs et d'outils. Mais au fond de la pièce, une cloison en fausses briques attire l'attention. Elle semble plus récente que le reste du mur. En la déplaçant, ils découvrent une porte métallique verrouillée. Après l'avoir forcée, ils accèdent à une pièce secrète, isolée phoniquement et thermiquement, équipée d'un système de ventilation autonome. La pièce est vide, mais au sol, les traces de pneus sont clairement visibles dans la poussière. Les dimensions correspondent parfaitement à la berline retrouvée dans la forêt. Il y a des étagères avec des produits d'entretien automobile, des bidons d'huile de la même marque que celle trouvée dans le moteur et un chargeur de batterie branché sur une prise murale. L'odeur qui règne dans cette pièce est la même que celle de l'intérieur de la voiture. Ce mélange d'huile, de propre et de renfermé. C'est la tanière du gardien. Mais la découverte la plus glaçante se trouve sur un établi au fond de la pièce secrète. Un album photo est posé là, ouvert. Il ne contient pas de photos de famille, mais des coupures de presse concernant la disparition de Marc, classées par ordre chronologique depuis 17 ans. Et à la fin de l'album, des photos Polaroid de la voiture, prises ici même, dans ce garage, à différentes dates, comme pour documenter sa préservation. C'est le journal de bord d'une folie. Cependant, il n'y a aucune trace de Marc dans cette pièce. Pas de vêtements, pas d'effets personnels, pas de restes humains. Si Antoine D. a gardé la voiture, qu'a-t-il fait du conducteur? La fouille de la propriété s'intensifie. Des géoradars sont amenés pour sonder le sol du jardin et de la cave, à la recherche de cavités ou de remblais suspects qui pourraient indiquer une sépulture clandestine. Pendant ce temps, l'analyse de la batterie neuve trouvée dans la voiture donne un résultat inespéré. Le numéro de série permet de remonter au magasin de pièces auto où elle a été achetée et surtout à la date de l'achat, il y a 2 semaines. Les enquêteurs visionnent les caméras de surveillance du magasin qui, par miracle, n'ont pas encore été effacées. Sur les images, on ne voit pas Antoine D., qui était déjà mort à cette date. On voit un homme plus jeune, la trentaine,
payer la batterie en liquide, casquette vissée sur la tête. Le mystère s'épaissit. Antoine D était le gardien original, mais il avait un complice ou un successeur, quelqu'un qui connaissait l'existence de la pièce secrète et qui a pris la décision de sortir la voiture après la mort du vieux mécanicien. Est-ce un fils caché? Un voisin trop curieux? Ou le véritable meurtrier qui utilisait la grange d'Antoine comme cachette? L'image de la vidéosurveillance est floue, mais elle est diffusée à toutes les patrouilles. L'analyse ADN approfondie du volant de la voiture, réalisée avec des techniques de pointe, finit par parler. Sous les couches de nettoyage, une trace infinitésimale d'ADN a survécu dans les coutures du cuir. Ce n'est pas l'ADN de Marc, ni celui d'Antoine D. C'est un ADN inconnu au fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG, mais il y a une correspondance partielle, une parentèle, qui suggère que cet ADN appartient à un proche parent d'une personne déjà fichée. Les enquêteurs tirent le fil de cette pelote génétique. La correspondance pointe vers une famille locale, les L, connus pour de petits délits. L'un des fils, Julien L, correspond à la silhouette de la vidéo du magasin. Il travaillait occasionnellement comme jardinier chez Antoine D. La police tient une piste brûlante. Julien L n'est pas le meurtrier de 2004, il était trop jeune à l'époque, mais il est celui qui a déplacé la voiture. Il sait ce qui s'est passé, ou du moins il sait ce qu'Antoine D cachait. Une opération d'interpellation est lancée au petit matin au domicile de Julien L. Les forces de l'ordre défoncent la porte, le surprenant dans son sommeil. En garde à vue, face aux photos de la voiture et de la pièce secrète, il craque rapidement. Il avoue avoir découvert la voiture après la mort d'Antoine en cherchant de l'argent caché dans la maison. Paniqué par cette découverte macabre mais fasciné par le véhicule, il a voulu le vendre, puis s'est ravisé, comprenant qu'il ne pourrait jamais l'écouler. Il a décidé de s'en débarrasser dans la forêt pour ne pas être impliqué après l'avoir nettoyé une dernière fois. Mais quand les enquêteurs lui demandent où est Marc, Julien L devient livide. Il affirme qu'il n'a trouvé que la voiture. Le vieux ne m'a jamais rien dit, pleure-t-il. Il y avait juste la voiture, mais il y avait une autre porte dans le garage secret, une porte que je n'ai jamais réussi à ouvrir. Cette révélation glace le sang des policiers. Ils sont passés à côté d'une deuxième cachette lors de la perquisition. Ils retournent à la ferme d'Antoine D, avec des masses et des pieds de biche, prêts à affronter l'horreur ultime qui se cache peut-être derrière cette seconde porte blindée. La deuxième porte est dissimulée derrière une étagère lourde, soudée au mur. Il faut des heures pour la dégager. Lorsqu'elle cède enfin, elle révèle un escalier en colimaçon qui descend profondément sous terre, bien plus bas que les fondations de la maison. L'air qui remonte est froid et vicié. Les enquêteurs descendent, lampe torche braquée vers l'inconnu, le cœur battant à tout rompre. Ils s'apprêtent à découvrir le véritable secret qu'Antoine D a emporté dans la tombe, la raison pour laquelle il a gardé la voiture si précieusement. Elle n'était pas un trophée, c'était un corbillard en attente. La descente dans les entrailles de la propriété d'Antoine D est une épreuve psychologique pour les enquêteurs. Le faisceau de leur lampe torche, découpant l'obscurité d'un escalier en colimaçon qui semble sans fin. L'air se rafraîchit à mesure qu'il s'enfonce dans le sol, perdant l'odeur de la poussière pour celle plus clinique, de l'ozone et du désinfectant industriel. Le bruit de leurs bottes sur les marches métalliques résonne lugubrement, brisant un silence qui règne ici depuis des années. Ils ont conscience de pénétrer dans le cœur même de la psychose du ravisseur, là où ses fantasmes ont pris une forme architecturale concrète. Arrivés au bas de l'escalier, à environ 6 mètres sous la surface, ils se trouvent face à une porte blindée, similaire à celles utilisées dans les chambres fortes des banques. Elle n'est pas verrouillée, le volant de fermeture étant légèrement tourné, comme si le propriétaire venait de sortir. L'inspecteur Rousseau pousse le lourd battant d'acier qui pivote sur des gonds parfaitement graissés. Ce qui se dévoile alors sous leurs yeux dépasse l'horreur d'une scène de crime classique pour toucher au surréalisme le plus dérangeant. Ce n'est pas une cellule humide ou un cachot insalubre. C'est la reconstitution fidèle, presque maniaque, d'un appartement complet, décoré avec un soin obsessionnel pour ressembler à un intérieur des années 90. Il y a un salon avec une télévision à tube cathodique, un canapé en velours impeccable et une petite cuisine équipée. Tout est propre, rangé, figé dans une perfection artificielle. C'est une maison de poupée à l'échelle humaine, construite sous terre pour abriter une vie volée au monde extérieur. Sur la table basse du salon, un magazine de programmes télévisés date de la semaine de la disparition de Marc.
Il est ouvert, comme si quelqu'un venait d'en interrompre la lecture. À côté, un bol de céréales vide, lavé et séché, attend une prochaine utilisation qui ne viendra jamais. L'électricité fonctionne, alimentée par un générateur silencieux ou un détournement du réseau principal. Les ampoules diffusent une lumière jaune, chaleureuse, qui contraste violemment avec la réalité carcérale de ce lieu sans fenêtre, où le temps n'existe pas. Les policiers progressent vers la chambre à coucher, le cœur serré. Le lit est fait au carré, les draps sont tendus sans un pli, d'une blancheur éclatante. Sur la table de nuit, on trouve des livres d'aventure, des bandes dessinées, et un petit réveil mécanique dont le tic-tac est le seul bruit perceptible dans la pièce. L'ambiance n'est pas celle d'une prison, mais celle d'une chambre d'enfant surprotégée, maintenue dans un état de stase par une main invisible. C'est ici que Mark a vécu ou survécu pendant un temps indéterminé. Au fond de la pièce, une armoire contient des vêtements soigneusement pliés. Ce sont des vêtements d'adultes, mais d'un style démodé, achetés probablement par correspondance ou dans des friperies pour ne pas éveiller les soupçons. Cela confirme une vérité terrifiante. Mark n'est pas mort tout de suite. Il a grandi ici. Il a vieilli entre ces 4 murs de béton peints en couleur pastel. Le ravisseur a entretenu son prisonnier, avec le même soin méticuleux qu'il a entretenu la voiture, veillant à ses besoins matériels, tout en le privant de sa liberté et de son identité. Cependant, la pièce est vide de toute présence humaine vivante. Il n'y a personne sous le lit, personne dans la salle de bain adjacente dont les carrelages brillent de propreté. L'angoisse monte d'un cran. Où est Mark? Si la voiture a été préservée, si l'appartement a été maintenu en état, le collectionneur n'aurait jamais simplement jeté le corps de son protégé. Il doit être ici, quelque part, intégré à ce décor morbide, conservé lui aussi comme une pièce maîtresse de cette collection privée. L'attention de Rousseau est attirée par une porte au fond du couloir, plus petite que les autres, peinte en blanc laqué. Elle est fermée à clé, mais la serrure est simple. Un coup d'épaule suffit à la faire céder. L'air qui s'en échappe est glacial, bien plus froid que dans le reste du bunker. C'est une pièce réfrigérée, isolée par des panneaux de liège et d'aluminium. Au centre, sur un piédestal en béton, repose un caisson en verre scellé, semblable à ceux que l'on trouve dans les musées, pour protéger les œuvres fragiles. À l'intérieur du caisson, reposant sur un lit de satin bleu, la même couleur que la voiture, se trouve ce qu'il reste de Mark. Ce n'est pas un corps en décomposition, c'est un corps momifié, préparé avec des techniques qui rappellent l'embaumement ancien ou la taxidermie. Il est habillé avec les vêtements qu'il portait le jour de sa disparition, son jean, son blouson, ses baskets. Il a l'air paisible, les mains croisées sur la poitrine, les yeux clos. Le temps a fait son œuvre, mais la volonté du gardien a lutté contre la pourriture jusqu'au bout. Les enquêteurs reculent, saisis d'effroi devant cette vision macabre qui tient plus du culte religieux que du crime crapuleux. Antoine D n'a pas seulement tué Mark, il l'a transformé en idole, en une relique éternelle qu'il pouvait venir contempler en secret. La préservation de la voiture prenait tout son sens. Elle était le char funèbre, le véhicule sacré qui avait amené l'ange dans son sanctuaire. Tout, depuis 17 ans, était orchestré pour nier la mort et figer l'instant de la rencontre. Sur une étagère dans la chambre froide, une série de cahiers noirs sont alignés. Ce sont les journaux de bord d'Antoine D, tenus jour après jour. Rousseau en saisit un au hasard et lit quelques lignes, écrites d'une écriture fine et régulière. Les mots décrivent les repas servis, les conversations unilatérales, les soins apportés à l'invité. On y lit la descente progressive dans la folie d'un homme seul, persuadé d'avoir sauvé Mark de la corruption du monde extérieur en l'enfermant sous terre. Les dernières entrées du journal sont les plus pathétiques. Elles datent d'il y a 5 ans. Antoine y décrit la maladie de Mark, une infection pulmonaire probablement due à l'air vicié et au manque de soleil. Il raconte son refus de l'emmener à l'hôpital par peur d'être découvert, tentant de le soigner avec des remèdes de grand-mère et des prières. Puis, la mort de Mark est relatée non pas comme un meurtre, mais comme un départ, un abandon qui a brisé le cœur du ravisseur. Après la mort de Mark, Antoine D a passé des semaines à préparer le corps, étudiant des manuels d'embaumement, obsédé par l'idée de garder son compagnon beau et pur. La voiture, elle, est restée là-haut, dans le garage intermédiaire, entretenu comme une extension de Mark. Quand Antoine est mort à son tour,
Il a laissé derrière lui ce mausolée souterrain, persuadé que personne ne le trouverait jamais. Il avait tort. Le secret était trop lourd pour la Terre. L'équipe de la police scientifique arrive en renfort, vêtue de combinaisons intégrales, pour documenter cette scène hors norme. Ils doivent extraire le caisson avec une précaution infinie. Pour la famille qui attend là-haut, au bout du fil, la nouvelle sera dévastatrice, mais apportera enfin la réponse tant attendue. Mark n'a jamais quitté la région. Il était là, sous leurs pieds, prisonnier d'un amour malade et destructeur. La capsule temporelle n'était pas seulement la voiture, c'était toute cette existence parallèle, figée dans le béton. Le contraste entre la violence psychologique de la séquestration et le soin maniaque apporté à l'environnement crée un malaise profond chez tous les intervenants. C'est la signature d'un esprit qui a dissocié totalement la morale de l'acte. Pour Antoine, ce n'était pas un crime, c'était une œuvre d'art, une préservation de la jeunesse. En remontant à la surface, les policiers ont l'impression de laisser derrière eux un monde de ténèbres, pour retrouver une lumière qui semble désormais un peu moins pure. L'identification formelle sera rapide grâce au dossier dentaire, mais personne n'a de doute. Le jeune homme dans le caisson est bien l'autostoppeur disparu il y a 17 ans. La boucle est bouclée. La voiture immaculée a mené à la victime immaculée. Le mystère de la forêt est résolu, mais il laisse une cicatrice béante dans l'histoire criminelle de la région, une histoire de temps arrêtés et de folie souterraine. Pour Julien L., le jardinier, la découverte de ce deuxième niveau est un choc absolu. Il ignorait tout de la présence du corps. Il pensait simplement voler une belle voiture pour se faire de l'argent. Son avidité a, par inadvertance, permis de briser le sceau du secret. Sans son intervention maladroite, Mark serait resté là pour l'éternité, gardé par les fantômes d'une ferme abandonnée. Le destin a utilisé un petit voleur pour révéler un grand monstre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les médias affluent, les titres barrent les unes des journaux, le bunker du temps, l'autostoppeur momifié. L'histoire fascine et horrifie le pays entier. Comment un homme a-t-il pu cacher une telle infrastructure pendant si longtemps? C'est la question qui hantera les nuits de tous les voisins qui n'ont rien vu, rien entendu pendant 17 ans. La voiture bleue, désormais pièce à conviction numéro 1, est parquée dans la cour de la gendarmerie sous scellé. Elle brille toujours, indifférente à l'horreur qu'elle a contribué à révéler. Elle est le seul témoin mécanique de toute l'affaire, le fil d'Ariane qui a permis de descendre dans le labyrinthe. Son état irréel était le premier indice que quelque chose dans cette affaire refusait obstinément de mourir et de disparaître. Alors que le soir tombe sur la ferme d'Antoine D., les fourgons mortuaires emportent le corps de Mark vers l'Institut médico-légal. C'est sa première sortie en 17 ans. Il va enfin pouvoir être rendu à sa famille pour un véritable adieu. La capsule temporelle est brisée, le temps a repris son cours, brutal et douloureux, mais nécessaire pour que le deuil puisse enfin commencer. L'après-coup de la découverte plonge la région dans une introspection douloureuse. Les analyses psychiatriques post-mortem d'Antoine D., basées sur ses écrits, révèlent le profil d'un homme profondément traumatisé par le passage du temps et la perte. Le collectionneur ne cherchait pas à faire souffrir, mais à sauver les choses et les gens de l'inéluctable dégradation. Sa folie était une tentative désespérée de contrôle absolu. Pour les experts, c'est un cas d'école rare de syndrome de Noé appliqué à un être humain, poussé à son paroxysme criminel. Pour les parents de Mark, la vérité est une épreuve d'une cruauté sans nom. Savoir que leur fils était vivant, captif à quelques kilomètres de chez eux pendant des années, alors qu'ils passaient leur soirée à regarder sa photo, est une torture mentale. Ils apprennent par les journaux intimes qu'il n'a pas été battu ou affamé, mais qu'il est mort de solitude et de manque de soins médicaux, s'éteignant doucement comme une bougie privée d'oxygène. Cette douceur morbide du ravisseur est presque pire que la violence pure, car elle a volé à Mark sa vie sous prétexte de la protéger. Les funérailles de Mark, organisées un mois après la découverte, sont un événement national. La petite église du village est trop exiguë pour accueillir la foule venue rendre hommage à celui qui est revenu du néant. Le cercueil est scellé, mais la photo posée dessus est celle de ses 20 ans, celle que tout le monde connaît. Pour la première fois en 17 ans, ses parents ne sont plus dans l'attente. Ils sont dans la douleur, certes, mais une douleur qui a une fin, une douleur qui permet de dire au revoir. Le sort de la ferme d'Antoine D. est rapidement scellé. Personne ne veut acheter cette maison de l'horreur.
La municipalité, avec l'accord des héritiers lointains qui refusent la succession, décide de racheter le terrain pour le raser. Les bulldozers arrivent un matin de printemps pour démolir les murs, combler le bunker et effacer les traces de cette prison souterraine. La terre est retournée, le béton concassé. Il ne restera rien, seulement un champ d'herbe où la nature reprendra ses droits, cette fois sans secret enfoui dessous. Reste la question de la voiture. La berline bleue, toujours aussi étincelante, est devenue un objet maudit aux yeux du public. Des collectionneurs morbides se manifestent pour l'acheter à prix d'or, fascinés par son histoire et son état de conservation. Mais la famille de Mark s'oppose fermement à toute vente. Ils ne veulent pas que cet objet devienne un trophée pour d'autres esprits dérangés. Ils demandent au procureur la destruction du véhicule, arguant qu'il est l'instrument du crime et le symbole de la séquestration de leur fils. La justice accède à leur demande. La voiture est transportée dans une casse automobile sous escorte policière pour éviter tout vol de pièces souvenirs, devant un petit groupe de témoins dont l'inspecteur Rousseau, la griffe de la broyeuse, s'abat sur le toit de la berline. Le métal bleu, si soigneusement lustré pendant des années, se plie et se déchire dans un crissement assourdissant. Les vitres explosent, les pneus éclatent. En quelques minutes, la capsule temporelle est réduite à un cube de ferraille compact, anonyme et sans vie. Ce moment de destruction est cathartique pour les enquêteurs. C'est la fin physique de l'obsession d'Antoine D. En détruisant l'objet de sa fétichisation, on brise symboliquement son pouvoir posthume. La perfection n'est plus. Le temps a enfin gagné. Ce cube de métal sera fondu et recyclé, disparaissant à jamais dans le flux industriel, comme pour laver l'histoire de cette tâche indélébile. Julien L., le jardinier, est jugé pour recel de vol et non-dénonciation de crime, bien que son avocat plaide l'ignorance du corps. Il écope d'une peine de prison ferme, mais aménagée. Il restera à jamais celui qui a ouvert la boîte de Pandore. Son visage est marqué par la culpabilité. Il vit avec l'idée que s'il avait fouillé la maison plus tôt, ou s'il avait appelé la police dès la découverte de la voiture, l'histoire aurait pu être différente. Il est un autre type de victime collatérale de la folie du mécanicien. L'affaire entraîne également une révision des procédures concernant les disparitions inquiétantes et le recensement des propriétés isolées. Des lois sont proposées pour permettre plus de contrôle sur les constructions souterraines non déclarées. La société tente, comme toujours, de colmater les brèches par lesquelles le mal s'est infiltré, même si tout le monde sait que la folie humaine trouvera toujours un nouveau chemin, imprévisible et sombre. Avec le temps, l'histoire de Mark et de la voiture bleue entre dans la légende noire du true crime. Elle est racontée dans des podcasts, des documentaires, et devient un avertissement pour tous les autostoppeurs. Mais pour ceux qui l'ont vécu, elle reste une blessure qui ne cicatrisera jamais totalement. L'image de cette voiture neuve au milieu des bois hante encore les rêves de l'officier forestier qui l'a trouvée. L'inspecteur Rousseau prend finalement sa retraite, apaisé d'avoir pu clore ce dossier qui pesait sur le service depuis près de 2 décennies. Il garde dans son bureau une seule photo de l'affaire, non pas celle du corps ou du bunker, mais celle de la forêt vide après l'enlèvement de la voiture. Une forêt redevenue paisible, silencieuse, gardienne de ses mystères, mais libérée de celui-ci. La vie reprend son cours dans le village. Les saisons passent, recouvrant l'emplacement de l'ancienne ferme d'un manteau de fleurs sauvages. Les enfants jouent à nouveau dehors, sans connaître l'histoire du garçon sous la terre. L'oubli, cette fois, est un processus naturel et sain, et non une imposition criminelle. C'est la victoire finale de la vie sur la stase morbide qu'avait tenté d'imposer le collectionneur. Cependant, il arrive parfois, les soirs de brouillard, que des conducteurs sur la départementale 102 croient apercevoir une silhouette sur le bas-côté, le pouce levé. Ils ralentissent, le cœur battant, mais il n'y a personne. Juste le vent dans les arbres et le souvenir d'une berline bleue qui a traversé le temps pour livrer son terrible secret. Une histoire qui nous rappelle que rien ne reste caché éternellement et que la vérité, aussi terrifiante soit-elle, finit toujours par remonter à la surface, intacte et implacable. Cette affaire reste gravée dans les annales judiciaires comme l'une des plus singulières et des plus dérangeantes de ces dernières décennies. Elle nous confronte à une forme de criminalité qui ne cherche pas la destruction, mais une possession éternelle, défiant les lois de la nature et du temps. La vallée de l'étrange n'était pas seulement dans l'aspect visuel de cette voiture neuve au milieu des ronces, mais dans la psyché d'un homme qui a cru pouvoir créer son propre univers, figé et parfait,
au mépris d'une vie humaine. L'histoire de la voiture intacte est un rappel brutal que les apparences sont souvent le masque des réalités les plus sombres. Ce qui semblait être un miracle, une voiture préservée, n'était que le symptôme d'une pathologie profonde. En refermant ce dossier, nous ne pouvons nous empêcher de frissonner en passant devant des garages fermés ou des propriétés isolées, nous demandant quels autres trésors macabres pourraient y être conservés à l'abri des regards, attendant qu'un hasard vienne briser le silence. Merci d'avoir suivi cette enquête avec nous. Si cette plongée dans les abîmes de la psychologie humaine vous a marqué, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. La réalité dépasse souvent la fiction, et nous serons là pour vous la raconter. Dormez bien, mais n'oubliez pas de verrouiller vos portes et vos garages. À très bientôt.